Je préfère largement avoir un contrôle total de mise en scène à partir d'un scénario médiocre que zéro contrôle sur un excellent récit. Quand Gareth Edwards prononce cette phrase, il ne fait que confirmer ce qu'on avait remarqué il y a des années déjà. C'est un pur créateur visuel qui va s'inscrire dans l'héritage d'un Spielberg et qui va parvenir à sublimer par son sens de la mise en scène et du gigantisme n'importe quel scénario. Instaurant en quelques plans une ambiance apocalyptique à un blockbuster on ne peut plus formaté, parvenant par ses idées à donner l'impression que ces films coûtent 50 fois plus cher que leur budget réel, une chose qui est quand même plutôt rare à Hollywood ces derniers temps, on va pas se mentir, la filmographie de Gareth Edwards, elle regorge d'idées, de trouvailles, et elle s'avère être déjà assez fascinante. De son quasi-remake de Jurassic Park à The Creator, retour sur la carrière de Gareth Edwards. La carrière de Gareth Edwards, c'est une sorte de fantasme en fait pour tous les étudiants au cinéma du monde, pour quiconque rêve de faire du cinéma, pour tous les autodidactes qui font des petits films dans leur coin et qui ambitionnent un jour d'en faire leur métier. Gareth Edwards a très vite décidé de faire du cinéma, en fait, dès qu'il a découvert Star Wars sur grand écran. Ça a été un choc qui lui a surtout fait comprendre la liberté infinie permise par les effets spéciaux. Créer un univers visuel, bâtir un monde imaginaire sans contrainte, c'est ça qui l'intéresse. Donc naturellement, après avoir fait quelques études de cinéma, il va se tourner vers les VFX, les effets visuels. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va se faire remarquer quand même très vite. Il va très vite se mettre à bosser sur des FX de séries à gros budget, notamment pour la BBC, et dans le même temps, il va décider en 2008 de participer à un 48 heures. Vous savez, les 48 heures, c'est ces concours, il y en a partout vraiment, il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a à peu près tous les 3-4 mois, où vous devez écrire, réaliser, monter un film selon des thématiques précises, et ça en 2 jours. Et ben, Edwards va faire un 48 heures, il va nous pondre un court-métrage de 5 minutes, qui se déroule dans un futur dystopique, film qui va gagner le concours mais haut la main, et qui s'appelle Factory Farmed. Factory Farmed, c'est un film sur lequel Gareth Edwards a tout fait. C'est un film très facilement trouvable sur internet, je vais vous mettre le lien en description. Un film qui est déjà un exemple de ce qu'il est possible de faire avec des ressources ridicules, tant que on a des notions de post-prod et de mise en scène. Factory Farmed, c'est un pur film de metteur en scène, vraiment. Et en 5 minutes va se dégager une atmosphère planante, onirique, intrigante, qui annonce déjà la naissance d'un auteur qui a des idées arrêtées et qui sait très clairement ce qu'il veut faire et mettre en scène. C'est une balade, Factory Farm, c'est vraiment la balade d'un chasseur sur une planète qu'on n'identifie pas trop, dans un futur qu'on n'identifie pas trop. C'est presque une sorte de mini road movie en fait. Et moi, vous le savez, j'adore découvrir les courts-métrages, les premiers films des grands cinéastes actuels. Et Gareth Edwards, avec Factory Farmed, il annonce presque déjà parfaitement la suite de sa carrière. Ce film, ça va lui permettre de se faire remarquer par une boîte de production anglaise qui s'appelle Vertigo Film, et ça tombe bien parce que Gareth Edwards, il a une autre idée de film à pitcher. Un autre projet, un film de science-fiction post-apocalyptique, très référencé, et très inspiré par 2 grands monuments, La Guerre des Mondes et Jurassic Park. Sauf que faut se calmer, là on parle d'un long métrage, qui va nécessiter de l'argent, Et puis Gareth Edwards, il a rien prouvé, il a fait quelques FX, il a gagné un festival de court-métrage amateur. Calmos, il y a une énorme différence entre faire un court-métrage de 5 minutes et réaliser un long-métrage qui va coûter cher. On parle d'un film de science-fiction dystopique, avec des créatures, avec de l'action, ça coûte cher. Sauf que le cinéaste n'en démord pas. Il va faire ce film, même si ça doit être fait dans des conditions absolument uniques, avec 2 €, avec un budget absolument ridicule et des conditions de tournage qui, normalement, n'existent pas dans le monde professionnel. Gareth Edwards va réussir à concentrer un peu moins de 500 000 $, et avec une équipe technique constituée de quelques personnes, il va réaliser Monster.
Monsters, c'est l'histoire d'un échec de la NASA qui va ramener sur Terre des échantillons d'une vie extraterrestre découverte sur une autre planète. Sauf que la sonde qui concentre ces échantillons va s'écraser au-dessus de l'Amérique centrale et ça va créer des nouvelles formes de vie dans la zone du crash. Résultat, la moitié du Mexique est mis en quarantaine et devient un no man's land, le territoire des créatures. Durant les années qui suivent, les différentes armées, donc américaines, mexicaines, vont tâcher de maîtriser les bestioles qui font beaucoup de dommages collatéraux et voilà, ça c'est le contexte de base de Monsters. Un contexte qui est posé en un écran titre et en une scène d'intro très efficace. Une scène d'intro qui surtout va prendre un sens assez terrible à l'issue de l'heure 30 du film. Mais dans Monsters, c'est pas tant ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le road movie dans lequel nos deux personnages, deux Américains, vont devoir traverser tout le secteur mexicain contaminé jusqu'à la frontière américaine. Anybody's under here? I feel like if there was anybody here, we'd smell them. Avec Monster, on va comprendre bien vite qu'on est face à un cinéaste qui a énormément d'intentions. Alors un cinéaste très référencé, c'est sûr, des références explicites à Apocalypse Now, mais surtout cette narration qui est en fait exactement la même que Jurassic Park, parfois d'ailleurs plan par plan. Les personnages qui franchissent une barrière, qui marquent une rupture avec le monde réel, un monde connu et rationnel qui verse d'un coup vers le fantastique, une panne qui les laisse à la merci d'une créature, des personnages qui seront finalement livrés à eux-mêmes totalement vulnérables dans la jungle, une scène d'infiltration où les aliens remplacent les raptors. Je vous ai fait un petit montage pour que vous compreniez à peu près à quel point tout dans Monsters nous rappelle le chef-d'œuvre de Spielberg. Spielberg qui est d'ailleurs une référence qui se retrouvera dans toute la carrière de Gareth Edwards. Et comme son modèle, Edwards va réussir à créer un monde tangible, tout ça uniquement grâce à sa mise en scène. Oh my God. That's the biggest man-made structure I've ever seen. Ce film, il s'appelle Monsters, mais il aurait pu se passer dans un contexte de guerre civile en Afrique ou en Amérique du Sud, ça n'aurait rien changé du tout. Peu importe que ce soit des monstres ou des aliens, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est qu'on va filmer deux personnages perdus dans une situation qui les dépasse. Point. Et les monstres, ils sont accessoires, on va les croiser, ils sont là, mais ils font pas forcément attention à nous, ils sont juste prétexte au périple de deux personnages à travers des terres dévastées, des décors sublimés par un repérage très efficace, clairement les décors sont assez dingues, et Gareth Edwards nous pose, certes, un film d'ambiance, mais surtout un exemple parfait de ce qu'est la production value, c'est-à-dire la capacité à faire croire que le film a coûté bien plus cher que ce qu'il a coûté réellement. Et clairement, par sa maîtrise totale des effets spéciaux, par son tournage seulement en extérieur, par sa direction d'acteur impeccable et par ses choix artistiques, Monsters, il donne l'impression d'avoir coûté 3 millions. Dans ce film, Gareth Edwards sera directeur de la photographie, créateur des décors, il apportera bien sûr son savoir-faire aux effets spéciaux du film, le reste ce sera des figurants recrutés sur place, ce sera des locaux qui seront juste amusés de voir 10 Américains faire un film et qui vont donner un coup de main. Et Monsters va énormément tourner en festival, ce sera donc un succès surprise au box-office. Et du coup, évidemment, un mec qui avec 500 000 € te fait ça, tu peux être sûr que ça va attirer l'attention des gros studios. L'année qui va suivre Monsters, Gareth Edwards va être approché par beaucoup de studios hollywoodiens qui vont lui proposer beaucoup de projets. Parmi eux, Legendary Pictures, un studio qui a un film à la production très compliqué, un film qu'ils essayent de faire depuis 10 ans sans vraiment y parvenir, Godzilla. Et très vite, Gareth Edwards va comprendre à quel point Godzilla peut être complètement cohérent et s'incruster dans sa filmographie à condition qu'on lui laisse faire les choix de mise en scène qu'il veut. Lui qui est le spécialiste du gigantisme, qui a une mise en scène impactante, puissante, qui comprend parfaitement comment filmer une créature par une échelle humaine, clairement, Godzilla, c'est pour lui en fait. Juste, il faut qu'il s'assure d'avoir le choix de sa mise en scène. Et il va l'obtenir. De 500 000 $, Gareth Edwards va passer à plus de 160 millions de dollars de budget pour réaliser Godzilla.
Le résultat, c'est que Godzilla, en fait, c'est un film de guerre apocalyptique. Un film qui cherche à créer une véritable mythologie vis-à-vis de son monstre principal, un monstre dont chaque apparition va témoigner du talent de metteur en scène d'Edwards. Ses partis pris sont clairs, il va toujours placer des êtres humains dans les plans de sa créature pour en accentuer le gigantisme, et surtout il va adopter une mise en scène de l'échelle en n'inventant aucun plan impossible. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les événements qui vont être décrits dans Godzilla, des événements d'ailleurs qui vont être filmés et traités avec un premier degré qui fait plaisir à voir à l'époque de Marvel, tous ces événements sont pensés et filmés comme si c'était des catastrophes naturelles réelles et concrètes. S'il y avait un tsunami qui arrivait en 2023, si ça arrivait vraiment, tout le monde prendrait son smartphone, tout le monde prendrait sa caméra et tout le monde essayerait de capter des images comme ça en panique, sans trop faire attention au cadre, sans être des pros du cadrage. Il y aurait juste des vidéos prises dans l'urgence, et si Godzilla arrivait quelque part en 2023, c'est exactement ce qu'il y aurait. Et ça, Edwards parvient parfaitement à le faire. Il nous fait sentir comme si, chaque apparition de Godzilla, les gens essayaient de filmer les monstres en question, et c'est le bordel. On aperçoit que le bout d'un pied, on aperçoit une gueule, on aperçoit un membre, il y a très peu de plans de Godzilla qui semblent avoir été pris par un angle impossible, où c'est pas un civil qui aurait juste essayé de le filmer. Et c'est sans doute pour ça que dans sa mise en scène, Godzilla est si puissant. Clairement, l'écriture de la mise en scène, elle est forte, elle est très très forte. Et elle permet surtout de bonifier un scénario qui est ce qu'il est. Moi, je trouve qu'il est loin d'être bête, malgré évidemment une caractérisation qui est très très perfectible. Mais quand tu vois Godzilla 2, par exemple, qui abandonne complètement tout procédé de mise en scène et qui abandonne complètement toute la démonstration de la toute-puissance mythologique de Godzilla, tu te dis que le scénar de Godzilla 1, qui est aussi l'écriture de la mise en scène, du coup un scénario c'est aussi l'écriture de la mise en scène, il était loin d'être raté en fait. Et clairement, moi j'adore ce film. Je trouve que c'est rare, un film à 160 millions de budget qui a autant de partis pris visuels. Je trouve que c'est un film qui est très généreux et que les partis pris du cinéaste lui confèrent quand même un sacré cachet, un sacré style. Il y a quand même des séquences hallucinantes. Godzilla, ce sera un gros succès au box-office, ce sera une réception critique pas si bonne que ça, et c'est loin d'être mérité, je trouve, même si évidemment on peut comprendre que les partis pris d'Edward puissent déboussoler certains, mais c'est un film qui est actuellement complètement réhabilité, et ça me fait plaisir. L'essentiel, c'était que Gareth Edwards reste en état de grâce à Hollywood, ça a été le cas, il y a eu un gros succès au box-office, et le gamin qu'il était, qui était un fan absolu de Star Wars et qui s'est lancé dans le cinéma à la suite des films de George Lucas pour créer ses propres mondes, se voit proposer son fantasme de gosse en fait. Je vais pas m'attarder sur Rogue One, qui est quand même assez souvent cité comme étant le meilleur Star Wars depuis le rachat de Disney, je me range derrière cette idée, parce que pour moi, Rogue One ne dit pas grand-chose sur Gareth Edwards que Godzilla ne disait pas déjà. Et au milieu d'une production très très compliquée, il y a eu des changements de compositeurs, il y a eu des reshoots organisés sans Gareth Edwards, avec d'autres réalisateurs qui sont venus l'assister, voire même le remplacer. Il y a eu un scénario qui a été modifié en profondeur post-tournage, donc complètement modifié au montage, mais clairement, la patte de Gareth Edwards, elle parvient difficilement à sauver un film complètement schizophrène. Parce que quand il fait Rogue One, Gareth Edwards, il convoque à nouveau Spielberg, mais cette fois il convoque le soldat Ryan. Et l'ambition, c'était de faire un grand film de guerre, ça se voit, un film de guerre, caméra portée, colorimétrie terne, où va se mêler espionnage, bataille spatiale et destinée tragique, avec un style quasi documentaire en fait. Beaucoup de caméras épaules, très proche des personnages, qui, comme dans Godzilla, parvient complètement à capter l'urgence de la guerre, et le temps de quelques séquences, on y retrouve le jeu sur les échelles de Gareth Edwards, qui clairement bonifie parfaitement ce Star Wars, et tous ces partis pris de faire un vrai film de guerre rend peut-être parfois les meilleures séquences de Star Wars post-Disney, à côté duquel il faut subir la patte Disney, justement. Il faut subir des dialogues plats, filmés en chant contre chant, à l'humour forcé, ajouter de force au montage et ça se voit, et au milieu des séquences qui ruissellent d'ambition et de parti pris et de mise en scène, il faut avoir les reshoots qui sont juste plats et télévisuels. Gareth Edwards voulait avoir un contrôle total de mise en scène, il l'a évidemment pas eu, et si à choisir il préfère avoir un contrôle total de mise en scène qu'un contrôle total de scénario, ici il a eu ni l'un ni l'autre. Frustrant quand on voit le potentiel et quand on voit à quel point la patte Gareth Edwards, le temps de
quelques séquences marchent parfaitement avec Star Wars. Et sans jamais jeter la pierre à Disney, Gareth Edwards va juste disparaître. Quand vous êtes embauché pour faire un film estampillé Star Wars, vous avez le sentiment d'y être enfin arrivé. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Vous avez escaladé une montagne, mais rien n'a vraiment changé à part la vue. On commence alors à se demander pourquoi on fait ça. Moi, j'ai 48 ans maintenant. Combien de films il me reste encore à réaliser ? J'ai besoin de remettre du sens et un peu de sensibilité dans mon travail. Après Rogue One, Gareth Edwards écrit et développe 2 scénarios originaux en 4 ans, chose qu'il déteste faire. Gareth Edwards a l'impression qu'écrire un scénario, c'est un peu du travail qui s'inflige alors qu'il a déjà les idées et les visuels dans la tête. Peu importe, il développe ses scénarios, aucun n'arrivera à être financé. C'est pas grave, ça arrive à Hollywood, faut juste se remettre en selle, et le 3e sera le bon. True Love, qui sera renommé plus tard The Creator, sera son prochain projet. Un entre-deux entre une grosse production hollywoodienne et une nouvelle franchise qui appartient entièrement à son auteur, qui aura donc le loisir de tout créer de A à Z. 80 millions de budget, c'est quand même très confortable sur le papier, mais c'est pas sûr que ce soit suffisant vu l'ambition du film, qui est quand même un gros blockbuster à grande échelle, qui doit surtout être blindé d'effets spéciaux. Et pour que ça rentre, Edward va encore une fois prendre le contre-pied total d'un tournage hollywoodien classique. Il va utiliser une méthode de tournage dite guérilla, c'est-à-dire une équipe très réduite, de la lumière et des décors naturels, et l'idée qu'en fait ça coûte toujours moins cher d'envoyer 15 gars filmer des plans au Pérou ou en Thaïlande que de payer 150 personnes pour gérer un fond vert. En plus d'être bien plus authentique et bien plus palpable. Des caméras pas chères et des plans pris très rapidement pour rentrer énormément de minutes par jour de tournage. The Creator sera le 4e film de Gareth Edwards et je suis très mitigé dessus. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. C'est terrible de faire une conclusion sur ce portrait d'un cinéaste que j'aime autant sur une déception. Mais voilà, The Creator est une déception pour moi. C'est un film bien réalisé, c'est un film qui donne l'impression d'avoir coûté 3 fois plus que son budget réel. Ok, certes, je vous l'accorde. C'est bien la moindre des choses qu'on attendait de Gareth Edwards qui nous a déjà prouvé 3 fois qu'il était capable de le faire. Mais ici, on a un dernier acte complètement charcuté. On a un scénario qui traîne, qui enchaîne les clichés. Des clichés tellement énormes, mais au point de contaminer un peu toute la promo même de The Creator, qu'il vantait comme étant un film hors norme, loin des franchises, loin des normes hollywoodiennes. Et pas tant que ça, vraiment pas tant que ça. Sur sa fabrication, peut-être, mais en termes d'écriture, de narration et de déroulé, clairement, The Creator, il reste très proche d'un énième blockbuster fabriqué à la chaîne. Et contrairement aux autres films de Gareth Edwards, ici, je trouve que même sa mise en scène parvient pas vraiment à faire passer la pilule. Là où Edwards s'est fait connaître sur une simple relation belle, sincère, vraie entre 2 personnages dans Monsters, ici clairement il n'y a aucun personnage qui n'existe vraiment. La gamine du titre est sous-exploitée, la relation qui se forme elle est vraiment pas très convaincante, et Edward, qui a survécu à un Star Wars et à un Godzilla, se vautre paradoxalement dans le gros budget où il a eu le plus de liberté. The Creator va être un échec au box-office et à mon sens un échec artistique. La suite ? À voir. Peut-être Gareth Edwards reviendra-t-il aux grosses licences qui sera sublimé par sa mise en scène si caractéristique et si bienvenue à Hollywood. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de faire un Godzilla qui a autant de séquences et de plans marquants comme celui de 2014. Peut-être que Gareth Edwards deviendra juste un excellent réalisateur de gros blockbusters. Des gros blockbusters où la mise en scène sera tellement soignée que chaque dollar qui a été investi semblera en avoir coûté 2 et ce serait déjà tellement bienvenu. Ou peut-être qu'il reviendra à plus de modestie avec des films qui ressembleront plus à Monsters qu'à The Creator. Ça me va aussi. Dans les 2 cas et à 48 ans, Gareth Edwards est à un tournant de sa carrière. Pour qu'elle reste un fantasme pour quiconque rêve de faire du cinéma, qui pourront fantasmer sur ce mec qui, avec un simple 48 heures, est devenu l'un des cinéastes actuels les plus importants. Un fantasme pour tous les étudiants ou les autodidactes qui rêvent de cinéma et qui font des films dans leur coin, en espérant un jour en faire leur métier. Et ce serait peut-être ça la plus belle contribution que Gareth Edwards puisse faire au 7e art. You know, even if Hollywood don't come and they don't call and you don't get that job, it doesn't matter because you have the tools to make a great film right now. You can go make a movie without Hollywood.